Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de comment exprimer son positionnement et sa proposition de valeur. Et on a la chance d'avoir Dominique avec nous, qui est mentor Bonjour. chez Founder Square et qui est expert en positionnement, en stratégie commerciale, en création de contenu. Donc, il a plein de bonnes choses à vous dire. Donc, je suis super content de t'avoir, Dominique, pour cette vidéo. Enchanté également. Alors, du coup, Dominique, première question. Ça veut dire quoi exactement exprimer son positionnement et sa proposition de valeur? Voilà, donc déjà quand on commence son projet, la première chose immédiate, c'est qu'on va définir ses segmentations, ses clientèles cibles, on va définir son projet dans les grandes lignes et en particulier, est-ce qu'il y a un marché, la taille du marché, quelle va être la concurrence? Et tout ça, ça va donner beaucoup d'éléments que l'on va pouvoir reprendre dans, ce qui va être finalement un positionnement. Après, très rapidement, moi, les startups que j'accompagne, ils sont embarqués dans des aspects technologiques. Ils veulent vérifier que les choses sont faisables, ils font un MVP et assez rapidement, ils deviennent l'expert de leur projet. Et c'est plus délicat, finalement, pour eux d'exprimer les choses en termes de bénéfices clients. Donc, le positionnement, finalement, c'est faire un effort particulier pour reprendre tout ce que l'on a traité dans l'étude de marché, etc., et pour arriver à le présenter de manière claire et de manière orientée client. Ok, super, super. Et du coup, la proposition de valeur, c'est quoi? C'est la manifestation de ce positionnement? Alors, la proposition de valeur, ça va être un complément en fait du positionnement. Donc, le positionnement, on va avoir une manière de le présenter, et après, la proposition de valeur, ça va être quelque chose de plus riche. On va enrichir en fait le positionnement avec, par exemple, la promesse ou avec des différenciateurs. Donc ça, on en reparlera un peu plus tard. Ok, super, super, super. Alors du coup, je sais que tu as un format bien à toi pour exprimer le positionnement. Est-ce que tu peux un petit peu nous l'expliquer? Et puis on donnera sûrement un exemple pour illustrer. Ouais, exactement. Donc moi, j'ai pris en fait le format proposé par Steve Blank, qui est un des initiateurs du mouvement Lean Startup avec Eric Ries, qui était son élève. Et donc, ça s'exprime comme ça en français. Mon entreprise s'adresse aux utilisateurs finaux cibles qui veulent quelque chose de particulier pour acheter. Première phrase. Deuxième phrase, le nom de produit est une catégorie de produits qui fournit des points forts, contrairement aux principaux concurrents. Deuxième phrase. Et enfin, le produit propose principale différence. Donc ces trois phrases, bien évidemment, tout ce qui est en bleu sur le slide est à modifier, à instancier par rapport à chacun des projets. Et donc à chaque fois, c'est un peu différent. Et pour vraiment, du coup, donner un exemple, j'ai une petite idée. Je me disais, Grégory, on pourrait peut-être faire le test avec Founder Square. Le moment que je redoute le plus. Non, mais c'est une très bonne idée. Alors, forcément, en fait, l'avantage de ce format, et c'est assez difficile de le faire, mais c'est pour ça que c'est un bon exercice même pour nous. Mais c'est vrai qu'en trois lignes, en fait, on met vraiment l'essence de son projet sur le papier de manière très simple. Et après, on peut le réutiliser pour plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est super utile de faire ça. Alors, je parle histoire de pas me jeter à l'eau. Hein, je temporise, hein. Alors, du coup, mon entreprise, Founder Square, s'adresse aux porteurs de projets qui veulent lancer une startup et qui ont du coup besoin de structurer leur idée, de savoir comment bien se lancer, de lever des fonds. Et du coup, alors le Startup Factory, hein, même s'il y a la version digitale, c'est un incubateur slash un accélérateur qui fournit un starter kit délivrable, donc prototype, landing page, business profile, et un accompagnement en one-to-one, donc individuel. Et du coup, contrairement à principal concurrent, on va dire Station F et les autres incubateurs qui généralement offrent, je te vois te marrer, des bureaux et des accompagnements plus sous forme de workshop groupés et pas vraiment un accompagnement très individuel comme nous on a où on s'occupe vraiment de chaque startup. Et du coup, le Founder Square Factory, ça propose un accompagnement sur 12 mois avec une première levée de fonds en pré-seed pour développer son MVP et une deuxième levée de fonds en seed pour accélérer sa croissance et tout ça en étant accompagné du coup sur tout le processus par des entrepreneurs. C'est top. Écoute, moi je trouve que c'est vraiment bien, comme ça, tu t'es jeté à l'eau sans préparation et ça coche
bien toutes les cases. Ce que je peux dire pour expliquer du coup un peu les choses à faire et à ne pas faire, tu dis par exemple Founder Square s'adresse aux porteurs de projets, aux gens qui lancent leur startup. Ça, c'est hyper important, en particulier dans le B2B, que ce soit des personnes physiques. Donc moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent s'adressent, par exemple, aux collectivités territoriales, aux grandes entreprises de telle et telle taille. En fait, dans ces structures-là, il y a toujours des gens. Et donc, c'est vraiment important de caractériser les utilisateurs comme vraiment des décideurs qui soient différenciés de d'autres personnes dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment un point clé. Donc toi, tu n'es pas tombé dans le piège en particulier parce que tu t'adresses donc du coup à une cible bien identifiée. Mais c'est vrai que dans le B2B, on a tendance à oublier ce point-là. Après, qui ont besoin d'une bonne raison d'acheter, ça va nous faire la transition avec la prochaine question. En fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est bien, mais en même temps, c'est assez générique. Mm. Voilà, ça c'est mon retour à chaud comme ça de ce que tu m'as présenté parce que je ne le connaissais pas avant. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse dans une bonne raison d'acheter, c'est que j'entende aussi un peu la promesse, la proposition de valeur. Voilà, dès ce moment-là. Mm. Après, nom de produit est une catégorie de produits. Donc là, ça c'est très bon puisque en fait, c'est une catégorie de produits bien établie. Donc là, le défaut majeur que je peux rencontrer, c'est des gens qui me disent on n'a pas de concurrent. Et du coup, ils vont créer leur propre catégorie de produits connus d'eux-mêmes. Et en fait, ce que l'on recherche ici, c'est quand un client achète votre solution, ou un prospect, ou avec l'étude de besoin, comment il vous classe. Donc c'est ça le point clé, comment il vous classe quand il vous achète. Et même si vous pensez avoir pas de concurrents, en fait, il y a des concurrents distants qui finalement répondent à peu près au même type de besoins. Et c'est comme ça qu'il va vous classer. Et donc, les startups, les porteurs de projets qui ne savent pas quelle est leur catégorie de produits, moi, mon conseil, c'est demander tout simplement à vos prospects. Ils vont vous dire facilement, quand ils achètent votre solution, qu'est-ce qu'ils achètent. Mm. Voilà, et puis après, les points forts et la principale différence, on voit que c'est pas facile à différencier, donc on va en reparler tout de suite après. Super. Et non, c'est très juste ce que tu soulignes sur on a souvent des entrepreneurs aussi qui nous parlent du fait qu'ils n'ont pas de compétition. Et en fait, en réalité, c'est extrêmement rare de créer un tout nouveau marché. Et généralement, si on répond à un besoin, si le besoin est important, les gens sur le marché font quelque chose pour y répondre. Sinon, c'est que c'est pas important. Et ça peut être très indirect, mais s'ils font quelque chose, s'il y a vraiment un besoin important, ils font quelque chose et c'est un concurrent. Donc c'est Alors, vraiment juste avant de passer à la slide suivante, du coup, pour récap aussi, c'est ce qui est vraiment important dans cette partie-là, c'est que finalement, ce soit du concret. Voilà. Donc, il faut que ce soit orienté client, il faut que ça parle à vos clients, et il faut que ce soit très, très, très concret, ce qui était le cas de ce que tu m'as présenté. Et donc, le conseil également, c'est faites relire cet exercice de positionnement à des gens qui ne connaissent pas votre projet. C'est très, très intéressant parce que si ils ne comprennent pas tout ce que vous dites, probablement que vous avez écrit les choses avec une vue assez tournée vers l'interne de votre projet et pas assez tournée vers qu'est-ce que ça va apporter sur le marché. super. Alors, du coup, est-ce que tu as des conseils pour bien choisir le problème ou le besoin sur lequel se concentrer et sur lequel il faut s'exprimer dessus en tout cas? Ouais. Et ben déjà, en fait, ça fait un lien avec l'étude du besoin que l'on a fait dans la phase d'idéation et qui souvent est un peu fait rapidement. Donc ça, c'est vrai que c'est très important de bien faire cette étape-là, voire même de la refaire si nécessaire. Et en fait, ce qui est important pour bien choisir le besoin ou le problème auquel on répond, c'est qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre quelque chose qui est trop spécifique et quelque chose qui est trop général. Donc, c'est trop spécifique, c'est le défaut le plus courant, quand finalement vous présentez quelque chose qui est lié au choix de la solution. Donc, par exemple, le besoin, c'est une plateforme d'accompagnement à l'incubation plus ergonomique. Ça, c'est pas vraiment
un besoin qui est bien calibré par rapport à Founder Square, parce que on ne va pas présumer à l'avance que les gens ont besoin d'une plateforme. En fait, les gens, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'être plus rapides, plus efficaces dans la levée de fonds. Ce sont ça leurs besoins. Et donc, du coup, il ne faut pas que le besoin soit trop spécifique, parce que là, on va sentir que finalement, c'est directement soudé à vos fonctionnalités. Et donc, c'est pas ça qu'on recherche. Mhm. L'inverse, c'est finalement un choix de besoin qui est trop général. C'est-à-dire que, et là, par exemple, sur ce que tu m'as dit, de mémoire, c'était bien, mais tu t'es repris, en fait, et ça peut être approfondi, justement, pour arriver à ce que, lorsque tu dis, finalement, voilà le besoin auquel je réponds, et c'est valable pour tous les projets, que l'on entende la proposition de valeur. C'est-à-dire que si on dit, voilà, moi je suis un incubateur qui va aider les projets à accélérer, bah, quelque part tout le monde le fait, et donc on n'entend pas la petite musique particulière qui est caractéristique de la proposition de valeur Founder Square. Donc le besoin, il faut qu'il soit quand même assez précis pour que lorsque je l'écoute, j'ai une idée du projet qui est derrière. Alors, est-ce que dans ces cas-là, parler du fait que les porteurs de projets sont souvent seuls, sans méthodologie et sans expérience d'entrepreneuriat, et que du coup, nous, comment on y répond? En mettant une équipe d'entrepreneurs qui ont l'habitude de monter des startups, parce que ça, c'est plus concret, ça répond mieux aux besoins et ça donne mieux une proposition de valeur vraiment adaptée. Carrément. Carrément, parce qu'en plus, on voit du coup que quand tu exprimes ça, tu vas filtrer quelque part aussi les porteurs auxquels tu t'adresses. Donc on voit que tu es en train d'affiner du coup en même temps la persona et le problème qui va avec, et du coup forcément la solution qui va avec. C'est-à-dire que l'intérêt aussi du positionnement, c'est que tout soit cohérent et articulé. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, super. Alors, du coup, c'est quoi la différence entre un point fort et la principale différence? Donc, quand on revient sur le modèle, c'est vrai que, alors je vais peut-être revenir juste en arrière. C'est vrai que du coup, moi, j'ai hésité en le faisant. Je me suis dit, ah, principale différence, point fort, c'est quoi la différence? Ouais. C'est vrai que c'est assez proche et parfois ça se confond un petit peu. En fait, le point fort, c'est la raison d'achat. Donc, c'est-à-dire que en fait, le point fort, c'est vraiment une caractéristique qui est perçue par l'acheteur comme étant finalement un différenciateur qui fait que j'ai besoin de ce produit-là et pas un autre. Donc, par exemple, tu pourrais dire, toi, effectivement, un accompagnement personnalisé. Moi, j'avais noté en regardant le site quelque chose comme un accompagnement qui est autant stratégique que pratique, Mhm. par exemple. Ça peut être ce genre de point fort. C'est-à-dire que moi, en tant que porteur, j'ai besoin d'être aidé sur toute la gamme et donc aussi bien sur la stratégie que sur des choses très pratiques. Et on Mhm. verra qu'après, il y a des offres qui répondent à ça. Donc ça, c'est le point fort. Et après, la principale différence, c'est plutôt quelque chose qui est intrinsèque à la manière dont je fais le projet et qui va soutenir finalement mon point fort et ma proposition de valeur dans son ensemble. Et donc, alors évidemment, faire attention à ne pas me dire une liste de techno et de tas de choses que du coup je n'arrive pas à transformer en bénéfice client. Mais par exemple, moi ce que j'avais noté, et tu l'as dit, c'est on propose chez Founder Square une première levée de fonds en pré-seed pour développer le MVP et lancer le produit, et une deuxième levée en seed pour accélérer la croissance. Ça, c'est la manière de faire qui est particulière à votre méthodologie et qui apporte une différence par rapport à mes besoins qui sont des besoins d'accompagnement stratégique et plus opérationnel. Mhm. 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 C'est vrai, c'est vrai. Et puis le côté entrepreneur, on essaie vraiment d'avoir des entrepreneurs sur tout le processus pour aider et pas juste voilà, quelqu'un qui a déjà monté sa boîte parce qu'on pense que ça fait vraiment une différence ou quelqu'un qui en a déjà vu des startups. Mais bon, j'arrête de nous vendre. Hein. Ouais, mais après, justement, on va voir qu'il y a d'autres éléments qui constituent la proposition de valeur. Donc là, effectivement, tu es embarqué dedans, donc tu as envie, effectivement, de rajouter, c'est normal, comme tous les porteurs. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, une question importante, est-ce qu'on peut avoir plusieurs positionnements? Ouais, ça c'est une question super importante parce que en fait le positionnement, c'est pas la même chose que par exemple la mission de l'entreprise. Et donc le positionnement en fait, il va être spécifique
à une persona et il va être spécifique aussi à une proposition de valeur, à un produit. Donc en fait, quand on adresse plusieurs personas, elles vont avoir plusieurs besoins différents. Et puis, quand on a plusieurs produits aussi, ça peut être par exemple, on a une gradation ou alors on a un produit complémentaire. Et ben à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir des positionnements différents. Donc moi, quand je travaille le positionnement avec des startups, parfois je fais 3, 4 positionnements différents euh, par produit et multiplié par le nombre de personas. Donc ça peut faire beaucoup de positionnements, mais c'est important parce que en fait, on cherche aussi à, à générer en fait la créativité pour après sélectionner les positionnements qui sont les plus efficaces dans ce qu'on va utiliser par la suite. Et concrètement, du coup, quand tu vas pitcher, quand tu as ta landing page, qu'est-ce que tu fais si tu as plusieurs positionnements? Comment tu les exprimes? Est-ce que tu Ouais. fais plusieurs versions? Alors, quand tu vas pitcher, du coup, tu vas pitcher ton projet. Donc, soit tu vas prendre quelque chose d'un peu plus global, ou soit tu vas prendre un exemple et donc tu vas démarrer, par exemple, si tu es sur problème, solution, tu vas démarrer sur un problème qui est le plus important, donc Mhm. le meilleur positionnement que tu aies. Et après, tu vas faire un élargissement. Tu vas dire, mais nous, on traite aussi. Enfin, le problème, c'est pas que ça, c'est aussi ça, ça et ça. Et donc, nous, on traite l'ensemble de ces problèmes-là. Sur la landing page, tu as un peu répondu finalement à la question, c'est que tu fais plusieurs landing pages, en effet, si tu as plusieurs positionnements. Ça peut être en tout cas très intéressant. Ou alors, tu as souvent des landing pages où tu positionnes par exemple bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. Donc tu vas taper sur un peu l'ensemble des positionnements que tu as. Mhm. Attention quand même à rester dans des champs qui sont assez similaires et pas aller dans des personas qui ont des besoins trop différents, hein. Je suppose que c'est... Alors, ça, c'est effectivement, ça, c'est une autre logique qui est attention à ne pas se disperser. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de porteurs qui vont arriver en disant j'ai 20 idées, j'ai 40 propositions de valeur, et là, on va dire ouais, ok, il faut quand même que tu en choisisses quelques-unes, quitte à avoir les autres en stock pour dire ben, quand j'aurai besoin de relais de croissance, ou alors si ça ne marche pas sur les premiers tests que je lance, ben, du coup, je pourrais en rajouter des suivants. Donc effectivement, après, quand on fait des positionnements, on peut en avoir des positionnements qui sont en réserve, qu'on ne va pas forcément mobiliser sur un go-to-market particulier. Hmm. Ok, super. Et du coup, à quel moment est-ce que c'est important de faire cet exercice d'exprimer sa proposition de valeur et son positionnement? Ouais. Donc la logique, c'est vraiment de le faire au tout début. Et en fait, moi, ma recommandation, c'est de le faire régulièrement parce que ça évolue. Alors, il y a bien sûr le pivot hein, qui est important, mais au-delà du pivot, ça va évoluer graduellement. Et donc, par exemple, c'est intéressant de refaire cet exercice quand on débute les ventes, par exemple. Ou alors, quand on fait une levée de fonds, se reposer la question en disant est-ce que le positionnement qu'on avait fait il y a longtemps, il reste valable? Est-ce qu'il ne faut pas le revoir? Et plus tard dans les projets, moi, je recommande aussi de le faire, par exemple, quand on embauche le premier commercial. Voilà. Donc, c'est des choses à faire régulièrement et qui, en plus, ont pas mal de bénéfices. Et il faut que ce soit à jour. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, on s'adresse à tel type de cible pour tel bénéfice, il faut vraiment que ça soit à jour de la stratégie de l'entreprise. Donc, tous les grands moments qui vont faire bouger un peu cette stratégie du projet, c'est important de revisiter ce positionnement. Ok, super. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants à prendre en compte en fait pour compléter son positionnement, pardon? Ouais, bah, justement, on en parlait en introduction, Grégory. C'est en fait le positionnement, c'est un élément de ce que moi j'appelle la proposition de valeur. Et donc, quand je travaille ce sujet-là avec les porteurs, avec les startups, moi je rajoute en particulier la promesse. Donc la promesse, c'est un élément qui est plutôt chiffré et qui va être effectivement une promesse, pas forcément contractuelle, mais quelque chose qui va vraiment faire écho par rapport aux clients potentiels. Donc, j'ai regardé le site avant de faire ce webcast, toujours pour prendre l'exemple de Founder Square, mais c'est juste pour illustrer, parce que c'est important de donner des exemples. Et ben 12 mois pour lancer votre startup, ça peut être une forme de promesse. Ou alors,
on fait en moyenne une levée de fonds pré-seed de 45K euros et ensuite une levée de fonds en seed de 230K euros. Voilà, ce sont des moyennes, mais du coup, ce sont des moyennes qui sont calibrées sur un existant, donc c'est une forme de promesse qui est super séduisante. Donc la promesse, après les différenciateurs, donc on a vu les points forts et on a vu la principale différence, mais après on en a envie d'en dire plein d'autres. Toi, tu étais déjà parti là-dessus. Donc c'est là où on va lister tous les différenciateurs, et là on peut en avoir 5, 10, on n'est pas limité. On va justement les hiérarchiser à la fin. Et les différenciateurs, il faut faire attention toujours à ce qu'ils soient orientés client. Donc là, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent je propose une application qui est très intuitive. Ben, ok, mais finalement, une application qui est très intuitive, ben, ça pourrait s'appliquer déjà à n'importe quelle proposition de valeur, donc c'est hyper générique, c'est pas très concret. Et puis du coup, moi, ça m'apporte quoi, en fait, en tant qu'utilisateur de la plateforme? Et donc, si tu me dis, eh ben, j'ai accès au contenu qui m'intéresse en 3 fois moins de temps que la concurrence, ça, c'est un bénéfice client. Si c'est intuitif, je ne sais pas trop finalement ce que ça va m'apporter. C'est précis, c'est sûr. Et puis, après, donc ça, c'est un peu ma méthodologie à moi. Moi, j'aime bien compléter avec des verbatims. Donc, qu'est-ce que disent les clients contents de ma solution? Et pourquoi pas aussi garder trace des objections clients. Ça m'aide plus pour bâtir l'argumentaire commercial. Ouais, c'est important, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a défini son positionnement? Bah, déjà, en fait, quand on définit son positionnement, c'est un exercice où on clarifie ce qu'on fait. On clarifie ce qu'on fait, et parfois d'ailleurs, il y a une question subsidiaire qui est quel est mon métier? Ça peut être aussi intéressant de se poser cette question-là. Et clarifier ce qu'on fait, ça permet de mieux comprendre dans l'écosystème qui vont être mes vrais concurrents et qui vont être finalement mes partenaires potentiels. Parce que si on a une promesse qui est trop large, une proposition de valeur qui est trop large, on a l'impression que tout le monde va être concurrent avec ce qu'on propose, alors qu'en réalité, il y a peut-être des acteurs qui vont être des partenaires potentiels. Il faut que j'aille les voir. Il faut que je vois finalement si moi je me concentre sur mon domaine d'excellence et eux le leur, si on n'a pas quelque chose à faire en commun. Donc un premier exemple d'utilisation, c'est de se dire, dans mon go-to-market, avec qui je vais travailler ou pas travailler en fonction de mon positionnement. Le deuxième élément d'utilisation qui est vraiment moi fondamental, c'est l'argumentaire de vente. Et donc, sur ce point particulier, moi j'ai développé une méthode particulière pour transformer tout le positionnement, la proposition de valeur, en des questions qui vont être des questions qui vont attirer le prospect. Donc, l'élément clé du positionnement, c'est comment je vais le transformer en élément marketing, comme tu l'as dit tout de suite, réflexe, landing page, call d'email, site web, brochure, pitch. Tous ces éléments-là vont chercher à attirer l'attention du prospect. Et donc, on a besoin d'aller taper dans finalement ce qui l'intéresse. Et donc, c'est là où on va retrouver le besoin, la nécessité de bien calibrer ce besoin. Ok. C'est vraiment, en plus, tu as dit quelque chose qui est très juste sur le positionnement, qui est que quand on se lance et qu'on n'a pas un positionnement qui est assez clair et qui est trop large, dès qu'il y a quelqu'un qui vient empiéter ou qui vient faire quelque chose de un tout petit peu similaire, on le considère direct comme un potentiel concurrent, comme un compétiteur, et ça nous fait tous flipper directement. Et ça, on le voit avec toutes les startups. Et généralement, en fait, au final, on voit qu'ils finissent par être partenaires et par travailler ensemble parce qu'ils définissent mieux leur proposition de valeur, leur positionnement, et ils réalisent qu'ils ont des choses à faire et que c'est beaucoup plus intéressant. Mais ça, on le voit à chaque fois, et c'est vrai que c'est hyper important de comprendre que voilà, les besoins sont très larges, il peut y avoir des concurrents, et très souvent, en fait, ça peut même être des partenaires plus que des concurrents directs. C'est pour ça, moi, que je recommande de faire l'exercice du positionnement plusieurs fois en fonction de l'évolution du projet. Parce que c'est un peu logique, quand tu te lances, d'effectivement avoir un positionnement qui est encore un peu flou. C'est la force des choses. Mais quand ça va s'affiner, du coup, c'est important de le refaire pour bien repréciser finalement, voilà moi ce que je fais,
mes clés de savoir-faire et du coup, avec qui effectivement je vais pouvoir collaborer. Super. Je pense on a fait le tour. Est-ce que tu as encore des petits conseils ou quoi que ce soit à rajouter ou... Pas forcément de conseils à rajouter, mais c'est vrai que c'est important de s'appuyer sur quelqu'un d'extérieur pour faire ce travail-là. Alors moi, je ne vends pas forcément mon activité de conseil, mais même ça peut être un associé qui est moins appliqué, un business angel voilà, qui a apporté du smart money ou que sais-je, ou un accélérateur, incubateur, parce que finalement, on a tendance à être l'expert de son projet, mais pas forcément l'expert des besoins des clients. Et du coup, le positionnement, comme c'est orienté client, c'est vraiment important. C'est un travail en fait de se décentrer et de s'intéresser à ses clients. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous titille un peu en disant, bah, là, c'est trop tourné vers ton nombril, quoi. C'est clair qu'on le voit tout le temps, des propositions de valeur sur la startup et jamais sur le client. Et ça, et même sur le business model où voilà, c'est important d'avoir bien ces personas clairs, de savoir qui est l'acheteur, qui est l'utilisateur et de bien comprendre quelle valeur on ajoute pour chacun et vraiment d'exprimer ça directement pour eux. Et ça, c'est super important. Et ben, merci beaucoup en tout cas. Et vous pouvez retrouver Dominique dans les ressources en tant qu'expert et je suis sûr qu'il sera très content de vous aider à exprimer votre positionnement et votre stratégie de contenu. Absolument. Merci à vous. À bientôt.